ne seraient pas forcément d'accord et qu'il y aurait un doute, on serait à peu près à du 50-50. C'est remonté quand même, il y a eu ce débat à l'Académie des sciences, il y a eu la COP 21, mais vous voyez qu'on n'est pas à l'abri et que... Pardon. On n'est pas à l'abri des changements et que, en dépit de la COP 21 en 2015, eh bien, on est retombé en 2018 à 59% seulement. Donc, c'était le chiffre qu'on a vu dans la diapo précédente. Alors, pourquoi ça? Eh bien, il y a eu des études qui ont été faites aussi pour montrer, donc il y a eu bien sûr la sortie des États-Unis de l'accord de Paris, mais aussi l'utilisation des tweets. Et notamment, il y a une étude qui vient de sortir qui a montré que 25% des tweets sur le climat en juin 2017, au moment où Trump avait annoncé la sortie de son accord, étaient faits par des robots qui diffusaient un message climato-sceptique. Donc vous voyez qu'il y a aussi, on continue encore à avoir ce travail de sape, et ce travail de sape, il est très grave, puisque si on se retrouve avec seulement 50 ou 60% de la population française qui croit que le réchauffement climatique est lié aux activités humaines, eh bien ça ne facilite pas la prise de conscience globale et la prise de décision des dirigeants. Donc là, on peut voir, c'est un peu la même courbe sur cette fiabilité. Alors, sur là, un peu les résultats, l'opinion française sur la capacité scientifique de savoir, toujours en 2018, les désordres climatiques constatés sont causés par le réchauffement climatique, 53%, donc vous voyez, c'est pas forcément beaucoup. Personne ne peut dire avec certitude les vraies raisons des désordres climatiques, 22%. Les désordres climatiques sont des phénomènes naturels, comme il y en a toujours eu, 21%. Donc, à peine plus de 50% des Français en 2018 pensaient que les désordres climatiques étaient causés par les activités anthropiques, contre 97% des chercheurs mondiaux. Donc là, vous voyez bien qu'il y a un écart, et c'est aussi, alors ça pose, on pourra en débattre, des questions aussi sur la démocratie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a près de la moitié des Français qui ne croient pas vraiment au réchauffement climatique, comment voulez-vous qu'ils votent en conséquence pour aider à résoudre les problèmes ? Alors, on a parfois des résultats un petit peu paradoxaux quand même, et c'est intéressant. Pensez-vous, toujours dans ces mêmes sondages, pensez-vous que le réchauffement climatique sera limité à des niveaux acceptables d'ici 2100 ? Eh bien, il y a quand même près de 60% de la population qui pense que les dégâts ne seront pas à un niveau acceptable d'ici 2100. Donc, paradoxalement, plus que les entrepreneurs, qui sont peut-être un peu plus positifs. Alors, là, ça amène à aborder la question, en fait, des objectifs de l'accord de Paris, justement, qui vise à limiter ces problèmes climatiques. Et donc, vous avez vu tous sans doute passer l'information selon laquelle la décision en décembre 2015 avait été de limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 ou au maximum plus de degrés en 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle. Alors là, c'est très important parce que parfois c'est oublié. Pourquoi par rapport à l'ère pré-industrielle? C'est qu'on a déjà augmenté d'1 degré depuis le milieu du XIXe siècle. Donc quand on dit plus 1,5 ou plus de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, ça veut dire qu'il ne nous reste que 0,5 ou 1 degré si on veut respecter l'accord de Paris, qui a été signé par la plupart des pays, même si Trump s'en est retiré, c'est pas encore fait. Il y a une petite ironie de l'histoire, il y en a toujours. Par des clauses textuelles, les États-Unis n'ont pas le droit de sortir de l'accord de Paris avant novembre 2020, et ça sera le lendemain de l'élection présidentielle américaine. Donc si Trump est réélu, bien sûr, il va entériner, mais si Trump n'est pas réélu, son successeur pourra décider autrement. Donc heureusement pour nous, on croise les doigts, ça ne sera pas forcément
ça ne sera pas forcément le cas. Alors, vous avez vu aussi tout, je pense, des graphiques de ce type-là. Là, c'est un graphique tiré du GIEC avec ces deux grandes courbes, avec les deux scénarios un peu extrêmes. Le RCP 2.6, qui est le scénario vertueux, qui est le seul qui permet de ne pas dépasser les plus de degrés, et le RCP 8.5 qui mène à des trajectoires avec un réchauffement qui peut aller à 4, 5, voire 6 degrés. Je vous rappelle, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, qu'un réchauffement de 4, 5, 6 degrés, c'est l'inverse d'une ère glaciaire, à échéance de maintenant 80 ans. Donc, des bouleversements majeurs de la planète. Alors, ça, et même le RCP 2.6, ça va être juste, puisque la moyenne, vous voyez, c'était un peu une bande, la moyenne, c'est 1,7, mais les modèles sont incertains, et le réchauffement pourrait même dépasser les 2,4 même si on respecte ce scénario RCP 2.6. Alors, moi, j'ai fait ce graphique-là qui me paraît éclairant pour montrer l'ampleur de ce qu'on a à faire. Donc ça, c'était par rapport au scénario du GIEC en 2013. En gris, c'est tous les gaz à effet de serre qu'on a émis. Et après, vous avez 4 scénarios qui permettent de voir vers où on va s'acheminer. Le seul qui permet de ne pas dépasser les plus de degrés, c'est celui-ci, le RCP 2.6. Et vous voyez que au bout de quelques années, aux alentours de 2020-2030, eh bien, il faut redescendre et quasiment se retrouver aux alentours des années 2060, 2070, 2080 à 0 carbone, comme on était, voire même moins qu'on était au 19e siècle. Donc là, ça permet de prendre... Alors, beaucoup ont dit, mais c'est impossible, on ne va jamais y arriver. C'est déjà, a fortiori, avec l'augmentation de la consommation, l'augmentation de la population, on voit ce trajet-là. Le trajet le plus logique, c'est de continuer sur la courbe rouge, sauf que la courbe rouge, c'est l'inverse d'une ère glaciaire. Donc des trajectoires qui risquent d'être invivables. Alors, là, on a aussi un autre phénomène qui est celui de ce qu'on appelle la tragédie des horizons. C'est que 2100, pour la plupart des gens, c'est loin. Je ne sais pas si beaucoup de gens dans cette salle seront encore vivants en 2100, je vous le souhaite. Moi, je ne crois pas, pour moi. Et donc, même 2050, pour beaucoup d'élus, ça paraît loin, donc ça n'est pas forcément très motivant. Alors, ça peut mériter justement d'avoir des échéances un peu plus courtes pour réaliser l'ampleur de ce qu'il faut faire. Pour arriver à respecter l'accord de Paris, globalement, il faut arriver d'ici 10 ans, donc en 2030, à diviser par 2 les émissions de CO2 fossiles et avec pour horizon, si on veut tenir les plus 1,5, 0 carbone fossile en 2050. Donc 0 carbone fossile, ça veut dire ni pétrole, ni charbon, ni gaz, alors que ces 3 énergies représentent 80% de notre consommation actuelle. Alors, ça a quand même un avantage, c'est qu'aujourd'hui, on a potentiellement un cap pour tous les projets. C'est-à-dire que si nos dirigeants étaient sérieux, ils pourraient dire tout projet dans n'importe quel domaine qui ne vise pas division par 2 des émissions de gaz à effet de serre liées à sa production ou à son exercice en 2030 et 0 carbone fossile en 2050, il faudrait le rejeter. Alors, bien sûr, on peut accepter, il y a toujours des projets éventuellement sociaux, humanitaires, où on peut dire, là, il faut investir de l'argent et accepter d'émettre du carbone, mais ça veut dire qu'il faudra en émettre moins dans d'autres domaines. Donc là, c'est un cap qui, pour moi, est essentiel. Et c'est un cap qui, malheureusement, est loin d'être suivi. Voilà, alors ça c'est une autre courbe du GIEC. Vous avez donc l'évolution en noir des émissions de CO2, et puis les trajectoires bleues jusqu'au rouge, c'est la pente de réduction des émissions pour arriver à 1,5, si on avait commencé en 2000. Si on avait été au moment du protocole de Kyoto, au lieu d'avoir un protocole ridicule qui ne servait à rien, on s'était donné des vrais objectifs, eh bien vous voyez que ça aurait été difficile, mais on avait une courbe avec une pente qui était quand même
pas trop pentu, justement. Pour ça que je me suis battu pour dire il ne faut pas ratifier le protocole de Kyoto, il faut un vrai texte sérieux. Mais ça n'a pas été le cas, et vous voyez, plus on avance dans le temps, plus on se rapproche de 2020, plus il va être difficile de réduire. Aujourd'hui, pour arriver à zéro carbone fossile, il faudrait réduire les émissions de 7 à 10% par an. C'est déjà énorme. Et en 2030, ça sera trop tard. 2030, ça sera plus possible. Donc, vous voyez que là aussi, ça donne une mesure de l'urgence. Et plus on se rapprochera de 2030, mais en 2030, il faudra passer quasiment de 80% de fossiles à 0% de fossiles. Et on va voir, bien sûr, que c'est loin d'être facile. Alors, j'ai essayé aussi de transcrire ça. Alors, c'est encore pire. Je suis désolé pour votre morale, hein, il va y avoir des choses difficiles. Mais j'ai retracé un petit peu... donc le violet, c'est ce qui correspondait un peu à la courbe en gris de ce qu'on a déjà consommé, sauf que je l'ai ramené jusqu'en 2015, et surtout donc au moment de l'accord de Paris. Et vous avez en vert et en orange les trajectoires qu'il faut suivre pour arriver en vert à plus 1,5, qui est l'objectif idéal proposé par l'accord de Paris, ou à plus 2 en orange. Et vous voyez que c'est extrêmement difficile, puisque ça veut dire que pour tenir le plus 1,5, il faut bien arriver à zéro carbone fossile en 2050. Si on accepte 2002, on est plutôt aux alentours de 2065-2070. C'est un peu à la louche, hein, c'est pas. Mais, alors, si on continue... Vous voyez là tout en haut en noir, c'est si on continue comme si on ne faisait rien. En rouge, c'est là où on sera en 2030 si on ne respecte pas l'accord de Paris. Et en bleu, le petit point bleu, c'est là où on sera en 2030 si on se contente des engagements pris à Paris. Ça veut dire que les engagements à Paris que la plupart des pays ne sont pas prêts à suivre sont déjà insuffisants. Et pire, si on peut vous dire que ça peut être pire, mais si, ça peut être pire. Vous voyez que cette courbe descend en dessous du zéro. Pourquoi ? Parce qu'il faudra, non seulement pour tenir ces objectifs, non seulement il faudra arriver à zéro carbone fossile en 2050 ou en 2065, mais il faudra capter du carbone après. Et ça, on ne sait pas très bien le faire. Il y a quelques moyens, notamment la plantation d'arbres. Mais on s'achemine aussi, vous l'avez peut-être noté qu'il y a dans les discours actuels des différences entre le zéro carbone et la neutralité carbone. Beaucoup de pays misent déjà sur la plantation d'arbres, alors que la plantation d'arbres, eh bien, il faudrait la garder pour justement cette période d'après 2050 ou d'après 2065-2070, quand il faudra capter du carbone. Si on commence déjà à faire moins d'efforts en tablant sur des plantations d'arbres, eh bien, on n'aura plus cette réserve pour arriver à résoudre le problème climatique. Et il y a encore pire. Encore pire, c'est ce schéma-là. Alors moi, quand je l'ai vu, ça m'a déprimé. Pourtant, c'est un schéma un peu ancien. Hein. Je l'avais déjà mis dans mon précédent livre en 2007. C'est l'évolution de la capture du carbone par la végétation et les sols en fonction de l'évolution prévisible du climat. Et vous pouvez voir que, alors ça c'était la bonne nouvelle, depuis le milieu du 19e siècle jusqu'aux années 2000, même au-delà, les sols et la végétation ont capté plutôt plus de carbone qu'avant. Donc le niveau zéro, c'était le niveau pré-industriel. Alors ça, c'est dû à quoi ? C'est dû au fait qu'il y avait plus de CO2 dans l'atmosphère, et donc que les sols et la végétation pouvaient absorber ce CO2 excédentaire pour leur croissance végétale, et donc il y a eu effectivement une croissance végétale augmentée à partir du milieu du 19e siècle. Le problème, c'est que le phénomène, il va s'arrêter.
Le phénomène, il va s'arrêter. Alors, un peu différemment, vous voyez, pour les sols, c'est aux alentours des années 2030-2040, à 10 années près. Hein. Et pour la végétation, c'est aux alentours des années 2060-2070. Ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la mortalité, entre autres, de la végétation, ce qu'on a vu par exemple en Australie. On peut planter des centaines de milliers d'hectares. Si vous avez un incendie qui les brûle ou si vous avez des sécheresses, eh bien, vous aurez eu beau planter des superficies considérables d'arbres, eh bien, s'ils meurent, ils vont relâcher leur carbone. Donc là aussi, bien sûr, c'est pas du tout pour dire qu'il ne faut pas planter d'arbres, au contraire, mais attention au discours, ce sont les arbres qui vont nous sauver, c'est une partie de la solution, mais ça a des limites. Et puis, bien sûr, un des gros problèmes qui est souvent tabou, c'est le problème de la démographie. Alors pourquoi la démographie? Quand on regarde bien le schéma de gauche, c'est celui que je vous ai montré avec les scénarios, avec juste le scénario vert qui donc vise zéro carbone dans la deuxième moitié du siècle. Et bien sûr, ça va dépendre de la population qu'il va y avoir. Alors voilà les projections. Les projections de l'ONU Merci. Les projections de l'ONU, vous voyez, alors les projections de l'ONU, elles valent ce qu'elles valent, mais et surtout, elles montrent bien qu'il peut y avoir une grande incertitude. Selon, alors, si on change, si on continue dans des politiques sans rien faire, on pourrait être plus de 16 milliards en 2100. S'il y a un peu un début ou une continuité de transition démographique, on pourrait être 11 milliards. Et s'il y avait vraiment des politiques malthusiennes, eh bien, on pourrait être aux alentours de 7 milliards en 2100. Alors, certains vont dire c'est utopique, on n'arrivera pas à être 7 milliards en 2100. Et pourtant, les scénarios du GIEC RCP 2.6 qui espèrent obtenir de ne pas dépasser plus de degrés, tablent sur une population de 7 milliards. Donc là aussi, il y a beaucoup de non-dits, mais cette question démographique est essentielle, a fortiori si c'est des populations qui veulent consommer comme on consomme actuellement dans les pays de l'OCDE. Alors, quelles sont les solutions, puisque donc toujours le sondage des Français par l'ADEME, solution des Français, il faudra modifier de façon importante nos modes de vie pour empêcher le réchauffement climatique, 51%. C'est aux États de réglementer au niveau mondial le réchauffement climatique, 19%. Il n'y a rien à faire, le réchauffement ou le changement climatique est inévitable, 17%. Le progrès technique permettra de trouver des solutions, 9%. Alors, c'est pas forcément mutuellement exclusif. En fait, là, ça avait été proposé, les gens devaient choisir l'une ou l'autre. Personnellement, j'aurais tendance à penser que il y a un peu du vrai dans tout. À la fois, il va falloir des changements de comportement, mais on va en voir les limites. Surtout, et peut-être pour moi c'est le sous-dimensionné, c'est le 2, il va falloir de l'action des États pour réglementer. Alors, il n'y a rien à faire, c'est pas complètement faux non plus, c'est-à-dire qu'on va connaître le réchauffement climatique. Et on va voir que justement c'est un des paramètres les plus délicats à gérer. Et le progrès technique, je suis le premier à l'espérer, mais il ne faut pas trop miser dessus parce qu'actuellement, on n'a rien qui permette de résoudre ces problèmes. Alors, pour vous montrer aussi l'ampleur des changements et la difficulté qui nous attend, parce qu'il y a certains qui me disent mais non, il ne faut pas être aussi négatif, il faut être au contraire positif, montrer qu'il y a plein de solutions, etc. Personnellement, je suis plutôt avocat de dire non, il faut tout déballer, montrer à quel point c'est difficile, parce que si les gens n'ont pas conscience d'à quel point c'est difficile, on ne fera rien. C'est un peu comme si on veut gravir l'Himalaya. Si on est en tongs et en short et en chemisette, on n'arrivera jamais à gravir l'Himalaya, même avec la meilleure volonté du monde. Et si on dit c'est pas grave, je rajoute un petit pull, le petit pull, il suffira pas non plus. Donc, si on veut gravir l'Himalaya, il faut avoir conscience de ce qu'on a à gravir. Et là, en l'occurrence, on a un Himalaya mental et technique à gravir. Alors là, typiquement, ici dans ce graphique, vous avez l'empreinte carbone moyenne des Français qui
est à presque 11 tonnes de CO2 par an, avec donc des dépenses qui peuvent se répartir. Vous voyez, en bleu sombre, mobilité, bleu clair, logement, en vert, les biens et services, en jaune, l'alimentation, et en rose, ce qui serait un peu plus les services publics. Pour arriver à respecter les accords de Paris, il faut diviser par 5 en France. Donc vous voyez, chaque secteur, ce qu'il faut réduire, et ça montre que c'est énorme. Donc toute l'énergie dépensée par la mobilité, là ça va être notamment beaucoup l'avion, mais aussi la voiture. Le logement, ça va être à la fois la construction de logements et puis le chauffage. Les services, ça peut être y compris tout ce qui va être téléphonie, vidéo, etc. L'alimentation, ça va être l'alimentation carnée. Donc c'est quelque chose qui est très difficile à atteindre. Et aussi, alors, parce qu'il y a toujours pire, avec moi vous aurez toujours pire, quand on regarde bien, on peut dire c'est la faute des riches, et c'est un petit peu un discours que je vais essayer de désamorcer, même si ce n'est pas agréable à entendre, et même si ça pose des soucis. C'est surtout ce petit diagramme-là à gauche sur les émissions de CO2 qui sont émis par les Français. Donc vous avez là à droite les émissions qui sont émises par les 10 Français les plus riches, en tout cas qui ont les plus hauts revenus. Là, les 40% qui ont les revenus ensuite à suivre les plus élevés, 40% des moins élevés et 10% des considérés comme moins riches. Alors, on voit bien sûr qu'il y a des écarts, c'est-à-dire que entre les 10% les plus riches ou considérés comme tels qui vont émettre 31 tonnes par an, donc bien au-delà des 10 tonnes actuelles et bien au-delà des 2 tonnes de l'engagement de la France dans le cadre de l'accord de Paris, ceux-là, ils ont beaucoup de chemin à faire. Mais même quand on regarde les 10% les moins riches, qui ont les revenus les plus faibles, qui correspondraient potentiellement aux gilets jaunes un peu, eh bien, on se rend compte qu'ils ont quand même, eux, un niveau d'émission de CO2 2 fois supérieur aux engagements de la France dans l'accord de Paris. Donc même eux doivent changer pour... Alors, on va le voir, pas forcément, ça ne sera pas forcément une mauvaise chose, mais ça veut dire que ce n'est pas que de la faute des ultra-riches. C'est un problème de société, c'est un problème de société de consommation et qui va toucher y compris les classes moyennes, voire les classes moyennes inférieures, voire ceux qui sont considérés comme pauvres ou qui se considèrent comme tels. Alors, je ne dis pas ça du tout pour culpabiliser, et ça c'est quelque chose de très très important, puisqu'il y a beaucoup de discours pour culpabiliser les gens en disant « mais regardez, vous ne faites rien, c'est de votre faute, donc si vous ne faites rien, en plus vous n'avez pas le droit de parler ». Et alors, il y a plusieurs raisons à ces discours-là de culpabiliser ou d'intimider. Le premier, c'est pour d'amener les gens à se taire. Non, si vous ne faites rien, regardez, vous laissez couler votre robinet quand vous brossez les dents, donc vous êtes un mauvais écologiste, un mauvais citoyen, donc taisez-vous. Et puis aussi, ces discours peuvent avoir des côtés un peu plus pernicieux, et notamment, j'y reviendrai tout à l'heure, faire croire que le nucléaire serait indispensable, en disant, voilà, regardez, on n'arrivera jamais à réduire notre consommation d'énergie, donc il faut qu'on aille vers le nucléaire. On va voir que ça n'est pas une solution, même en s'appuyant sur des faits très concrets. Mais même si on regarde tous les efforts, et il y a eu plusieurs études qui ont été faites ces derniers mois, pour dire même le comportement le plus exemplaire, pour un Français, qui voudrait dire ne plus jamais prendre l'avion, adopter un régime végétarien, puisque notamment la consommation de viande est très émettrice de gaz à effet de serre, manger local pour éviter le transport, prendre le vélo pour les trajets courts, faire du covoiturage, privilégier l'achat de matériel d'occasion plutôt que du neuf, même tous ces efforts, tous ces comportements qui seraient hyper exemplaires seraient 25% de l'effort qu'il faudrait faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire, donc bien, c'est pas négligeable 25%, mais ça veut dire qu'il ne faut pas culpabiliser les gens et que l'essentiel va être fait ou à faire par l'État ou les entreprises. Alors,
petite parenthèse par rapport à ça, justement, c'est sur la révolution. Il y en a qui disent il faut une révolution, c'est ça, et j'ai beaucoup d'étudiants, notamment d'étudiants d'obédience ou de sympathie communiste, qui disent voilà, c'est la solution. Personnellement, je ne le crois pas. Mais on pourra en débattre. Pourquoi je ne le crois pas? Parce que, justement, ce n'est pas pour moi la faute des ultra-riches, et je crois l'avoir montré en disant que même les 10% des Français considérés comme ayant les revenus les plus faibles ont quand même une consommation 2 fois supérieure à ce qu'il faudrait faire en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, finalement, c'est la société de consommation de masse, y compris celles auxquelles vont participer, peut-être pas suffisamment à leur goût, mais participer quand même les plus pauvres, ou considérés comme tels. Et donc, en fait, il va falloir changer les valeurs de notre société et arrêter de considérer que la consommation est la valeur majeure. Donc ça, c'est une révolution mentale qui va être très, très difficile et qui n'est pas forcément, d'ailleurs, toujours implicite dans les objectifs révolutionnaires. Souvent, beaucoup d'objectifs révolutionnaires, c'est prendre aux riches pour donner aux pauvres. Mais là, on voit bien que ce n'est pas un jeu à somme nulle et qu'il faut arriver à ce que tout le monde diminue, même si, de fait, ceux qui ont beaucoup ont plus à diminuer que ceux qui n'ont pas beaucoup. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que les échéances pour agir, elles vont être assez courtes, puisque globalement, on l'a vu, on a entre 2020 et 2030, donc on a 10 ans pour agir. Vu l'ampleur de ce qu'il y a à faire, c'est complètement incroyable. Mais déjà, si on devait le faire au niveau français, ça ne serait pas facile. Si on devait le faire au niveau européen, ça ne serait pas facile. Mais il faut que ça soit au niveau mondial. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à convaincre les États-Unis, la Russie, la Chine, les pays arabes, les nouveaux pays industrialisés, de rentrer dans cette logique de remise en question de la société de consommation de masse. Donc, vous voyez l'ampleur. Et ce n'est pas avec des discours révolutionnaires, à mon avis, qu'on aura, c'est un consensus autour de l'idée que c'est une question de survie de l'humanité. Et là, peut-être, on peut avoir une chance, mais ça veut dire qu'il faut que l'humanité soit consciente que sa survie est en jeu. Et à ce prix-là, peut-être que l'humanité sera prête à changer. Alors, bon, il y a quelques problèmes, je ne vais pas forcément rentrer trop dedans par rapport à l'accord de Paris, justement, par rapport à ça. Il y aura notamment, on pourra en discuter, la question du fonds vert. Théoriquement, il y aurait 100 milliards de dollars par an qui devraient être mis vers les pays en transition ou dits en développement pour les aider à s'adapter. Il y a le tabou du développement, alors ça, j'y reviendrai aussi. Même dit durable, le développement est sans doute une des sources du problème, puisque le développement ne peut pas se faire sans croissance. Or, on voit bien qu'il va falloir de la décroissance, pas forcément de tout, mais une certaine décroissance. Le tabou de la croissance démographique, je l'ai déjà évoqué. Et puis des questions qui sont rarement abordées, qui sont, si on décide notamment de se passer d'une partie des fossiles, il va falloir peut-être compenser les pertes des pays producteurs. Mais paradoxalement, on accuse toujours ce pauvre baril de pétrole d'être responsable de tous les maux. Mais quand on regarde, par exemple, à la pompe, le baril, la partie qui va revenir aux pays producteurs, ça va être de l'ordre de 10%. Et alors que, en tout cas en France, 60% du prix du litre d'essence va être une rente de l'État. Donc ça veut dire aussi que pour aller vers le zéro carbone fossile et notamment avoir moins d'essence, il faut que l'État soit prêt à renoncer à une partie de ses revenus. Donc des questions qui sont rarement évoquées par nos gouvernements. Alors, maintenant, vous avez l'impression qu'on ne peut rien faire. Sans doute. Alors, et qu'est-ce qui va se passer si on ne fait rien ? C'est la question qu'il faut se poser, justement. Et donc, à 2 horizons. Le premier, ça serait l'horizon 2030-2050. Voilà. Alors, peut-être première chose, aussi, arriver à récuser un certain nombre de discours. Et le premier, c'est « il est trop tard ». On l'entend de plus en plus. Il est trop tard, on ne peut plus rien faire, ou alors il faut continuer comme ça parce qu'il y a les pauvres. Alors, sur les premiers discours, il est trop tard, moi je dirais il est très tard, il est très très tard, mais la question c'est de limiter les dégâts.
C'est-à-dire qu'on en est aujourd'hui, même si peu de chercheurs osent l'avouer, ou en tout cas peu de politiques osent reprendre les travaux de chercheurs qui le montrent, on en est aujourd'hui à s'efforcer à ce que la Terre reste vivable. Donc on en est vraiment à une situation très critique. Donc si on veut essayer que la Terre ne dépasse pas les plus 1,5 ou pas beaucoup plus, eh bien il va falloir agir très vite. Et donc dès 2020, alors,